Et voilà, bonjour à tous ceux qui peuvent suivre cette conférence et voir en même temps tout ce qui va être projeté au sujet des visions graphiques de Victor Hugo. Ce siècle avait 2 ans. C'est ainsi que Victor Hugo nous dit dans un poème qu'il était né en 1802. Adolescent et déjà rêveur, il griffonnait sur ses manuels scolaires ou sur ses cahiers, dont certains sont arrivés jusqu'à nous. D'évidence, l'écrivain n'a jamais cherché à grandir l'œuvre du dessinateur. Vieille bête de poète, ne va pas te figurer que tu es peintre. Contente-toi de voir et de montrer des torchons radieux ou tiens-toi tranquille. 1864. Le 6 mars 1863, Victor Hugo écrivait déjà à Paul Meurice, écrivain et grand ami, à Paris. Ces griffonnages sont pour l'intimité et l'indulgence des amis tout proches. Or, à la fois poète, dramaturge, romancier, dans l'ombre se cache la figure nocturne de l'artiste graphique. Cependant, après ses premières impulsions graphiques, il faudra attendre plusieurs années pour voir ressurgir le dessin chez lui. Dans les années 1820, entre deux strophes, il lui réservera ce qui reste d'encre dans sa plume, comme il dit. Cette tendance à laisser s'immiscer la rêverie dans ses feuilles est habituelle chez lui. Et il laissera ainsi plus de 3500 dessins aux techniques très diverses. Dès 1821, il prend l'habitude de tenir un carnet et ses dessins accompagnent ses notes, ses manuscrits, ses lettres de voyage. C'est ainsi que nous commencerons par ces dessins de voyage qui représentent vraiment des choses vues. C'est aussi un titre de ses œuvres, Choses vues. Mais très vite, Victor Hugo aura tendance à transformer les vues réelles en visions qui nous conduiront dans un inconnu vertigineux, comme nous verrons ensuite. Cependant, le dessinateur saura utiliser un graphisme tout particulier pour qu'on n'oublie pas sa situation d'exilé sous Napoléon III et de militant, un point essentiel sur lequel il faudra terminer. Évidemment, parfois seulement, les images sont un petit peu petites, mais je pense que vous les verrez assez bien. Alors, je vais commencer par les dessins de voyage et ces dessins de choses vues. C'est en voyage, d'abord, que se manifeste surtout la pratique du dessin chez Victor Hugo lors de ses escapades avec l'actrice et maîtresse Juliette Drouet. Il agrémente de dessins son abondante correspondance avec les siens. C'est ainsi que le premier voyage sur les bords du Rhin, en 1840, donne lieu à 2 dessins exécutés au recto des lettres. L'un, la souris, pour son fils Charles, l'autre, le chat, pour son deuxième fils, François-Victor. La souris, c'est pas à Velmich, c'est dessiné à Velmich. Je vais vous dire un petit peu tous les procédés médiums qu'il utilisait, mais pas à chaque fois non plus. Alors vous avez la plume et surtout le lavis d'encre brune, puis le crayon de graphite, le papier vélin. Je rappelle que c'est un papier très blanc et de pâte très fine, ce qui fait que la conservation des dessins de Victor Hugo est parfois difficile. Et là, ce sont des formats assez petits dans cette lettre, 27,5 par 22 cm en 1840. Et puis, à son autre fils, c'est le dessin Le chat à Saint-Gurshausen, même technique que ce que j'ai dit, 27,5 par 22 cm en 1840. Il adresse une lettre avec au verso un curieux dessin à sa fille Léopoldine lors de son séjour dans les Pyrénées en 1843, vue de Luce.
s'agit-il de Luce Saint-Sauveur? Il n'a pas précisé, mais voici ce dessin assez étrange de 20 cm par 13,5 en 1843. Victor Hugo écrit j'écris à ta mère, ma fille chérie, la tournée que je fais dans ces montagnes. Je t'envoie au dos de cette tête un petit gribouillis qui te donnera quelque idée des choses que je vois tous les jours, qui me paraissent bien belles et qui me sembleraient bien plus belles encore, cher enfant, si je les voyais avec toi. Rayonne, mon enfant, tu es dans l'âge. Or, peu après, Léopoldine se noiera dans la Seine avec son mari, Charles Vacry. Cette lettre aura donc été la dernière d'un père à sa fille tendrement aimée. Le plus souvent, ces missives font le récit du voyage en cours et contiennent des descriptions verbales et graphiques de choses vues, essentiellement des forteresses, des châteaux forts ou des ruines. Mais c'est aussi sur de simples petites feuilles ou de carnets de croquis que lors de ses escapades avec Juliette Drouet en 1834 et 1835 en Normandie, en Bretagne et dans le nord de la France, qu'il dessine des éléments d'architecture, des tours, des portes et des constructions chancelantes qui renvoient à ses engagements en faveur des édifices médiévaux à l'origine, en 1831, de son premier grand roman, Notre-Dame de Paris. Cet intérêt pour l'art médiéval demeurera entier jusqu'à ses derniers périples en Belgique ou au Luxembourg, et il dessine ainsi Porte de Laeken, 1870, Brandebourg, en 1871, le 20 août, et Victor Hugo note dans son carnet, au fond de la ruine, une tour carrée du XIXe siècle, tragique, du Xe siècle, excusez-moi, et à Schengen, près de Sierck, le 13 septembre suivant, après déjeuner, pendant qu'hommes et femmes faisaient une promenade en bateau sur la Moselle, j'ai dessiné la vieille tour qui est vraiment très belle. Elle est du XIIIe siècle et à demi couverte de lierre. C'est un crayon sur papier vélin. C'est durant ces premières itinérances, vers 1835, que se fait la rencontre de l'œuvre avec la nature et tout d'abord avec les paysages marins. On trouve ainsi dans ces carnets des vues des falaises d'Étretat, des bords de mer et des bateaux de pêche à sec sur le rivage. Carnet de voyage, 25 juillet, 15 août 1835. Ces dessins effectués sur le motif, le plus souvent à la mine de plomb, parfois à la plume, naissent de l'observation directe du voyageur curieux. Ils visent alors essentiellement à restituer la chose vue avec une fidélité minutieuse. Et pourtant, Victor Hugo ne s'en tiendra pas du tout au pur réalisme. Donc voyons à présent son évolution vers la vision. On peut déjà parfois noter l'amorce de déformation, laissant entrevoir une certaine inclination à humaniser la nature, je dirais presque ici, permettez-moi le néologisme, à la géantiser. Regardez ceci. Falaise sud d'Étretat, 9 août 1835, crayon graphite, 13,5 par 8,7 cm, dans ce carnet de voyage. Regardez bien, étrangement en effet, la découpe de la célèbre falaise, enjambant le rivage, s'apparente cette fois, sous le crayon du voyant, au pas d'un géant avançant dans la mer. Tandis que l'on peut voir dans la partie supérieure du rocher comme une tête de cyclope à l'œil ouvert sur l'horizon.
Victor Hugo, souvent, a mis en rapport ses écrits avec ses dessins. Vers 1864, il notera sur une feuille aujourd'hui collée en tête d'une édition originale des Travailleurs de la mer, les marins du voyage se figurant l'océan comme une sorte de gargantua qui mange incessamment la terre. Et on peut lire dans ce qu'il intitule Archipel de la Manche, déjà en 1865, il écrivait « L'Atlantique ronge nos côtes, la pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest. La muraille que nous avons sur la mer est minée de Saint-Valery-sur-Somme à Ingouville. De vastes blocs s'écroulent, l'eau roule des nuages de galets, nos ports sans sable ou sans pierre, l'embouchure de nos fleuves se barre. Chaque jour, un pan de la terre normande se détache et disparaît sous le flot. Ce prodigieux travail, aujourd'hui ralenti, a été terrible, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas ralenti. » Voilà, donc il y a à cette pointe, une roche d'une forme particulière. Imaginez-vous une immense crête de coque, dit Victor Hugo, qui sortirait de l'eau. Que vous voyez ici, ou bien sur la couverture des Travailleurs de la mer. Si Charles Baudelaire voyait dans le poète le roi des paysagistes, le dessinateur n'est pas loin de mériter de semblables éloges. Arbres longeant un chemin, sous-bois et bord d'étang, loin de ne viser que la fidélité au motif, réfléchissent le regard intérieur du voyant. Ainsi, dans son voyage aux Pyrénées, Victor Hugo écrit « Je marchais dans la montagne sans trop savoir où j'étais. Peu à peu, le paysage extérieur que je regardais vaguement avait développé en moi cet autre paysage intérieur que nous nommons la rêverie. J'avais l'œil tourné et ouvert au-dessus de moi. Je ne voyais plus la nature, je voyais mon esprit. » Dans plusieurs feuilles de la fin des années 1830, la nature humanisée s'abandonne et palpite au gré des éléments. Ainsi, grand arbre et hameau orchestrent une sorte de ballet dans lequel l'arbre ondoie comme un danseur sous le souffle du vent. C'est du 31 mai 1839, c'est de la plume et de l'encre brune de 13 par 21,2 cm. L'arbre couché par le vent restitue la nervosité du trait, la turbulence des éléments. Là, c'est plume et la vie d'encre brune, 21,8 par 29 cm. Dans la légende des siècles, Victor Hugo écrit « Les arbres n'étaient pas plus calmes que les hommes. Tout sur terre est en proie, ainsi que nous le sommes, au souffle, à la tempête, au funeste aquilon. » Ce médium, qui est le lavis d'encre brune, par endroits très dilué, s'associe à cette pulsation que des traits de plume viennent rythmer pour traduire avec une sorte de fébrilité la fugacité de l'instant. Un voyage, celui que nous avons déjà nommé, va célébrer ce rapport particulier du dessinateur au paysage, ouvrir plus largement encore la voie à la rêverie et à travers elle à la quête d'une réalité haute, plus proche du vaste univers de sa pensée. Il s'agit du premier voyage effectué avec Juliette sur les bords du Rhin en 1840, mais deux autres suivront en 1862 et 1864. Le lieu est propice, la nature y est souveraine, les forêts sombres et impénétrables alternent avec des scintillements du fleuve.
C'est là que le dessinateur nourrit son imaginaire de visions qui rejailliront dans ses œuvres les plus importantes à travers des paysages au crépuscule. Eh bien, ces paysages romantiques et ténébreux sont les reflets d'un invisible ailleurs. Voici sur le Rhin la tour des rats. Et ces dessins ont également inspiré à Baudelaire, lors de son ouvrage Salon de 1859, son célèbre commentaire sur la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo, comme le mystère dans le ciel. Victor Hugo ne dessine plus seulement des visions à partir d'éléments présents sous ses yeux, mais d'après ses souvenirs, d'où des décalages de date avec les voyages. Et ceci nous fait parler maintenant de souvenirs et visions. Méditation et rêverie. Le Rhin laisse indéniablement dans sa pratique graphique des traces indélébiles. Et c'est sans doute l'année 1850 qui témoigne le mieux de ces traces indélébiles, surtout pendant l'interruption des séances à la Chambre entre les mois d'août et de novembre. En 1848, Hugo déclarait à Paul Meurice « Je n'ai encore fait que des dessins de petite dimension. Quand trouverai-je le temps d'en faire au moins un qui soit aussi grand qu'une peinture ?» À ce moment-là, ne commençait-il pas à se prendre ici pour un vrai dessinateur, contrairement à ce que nous disions en introduction? Oui, l'année 1850 semble marquer un tournant significatif dans l'œuvre dessinée de Victor Hugo. Elle n'est plus en marge de l'écriture, un souffle poétique va pénétrer de plus en plus ses compositions. Parallèlement, les œuvres vont voir s'accroître leur dimension. En cette année, alors que le dessin prend le relais d'une écriture en sommeil, rien ne venant interrompre son élan artistique, le poète réalise un ensemble d'œuvres exceptionnelles, fruits de la méditation et de la rêverie, laissant l'encre suivre librement le cours de sa pensée vagabonde. Le visionnaire s'évade peu à peu de l'univers du réel et transmue ses souvenirs en des visions purement mentales. Surgissent alors des paysages désolés, des villes désertées ou mortes, des ruines, de vieux ponts, des marécages, des architectures réelles et des édifices fantomatiques. En voici quelques exemples parmi des quantités. Le vieux pont, par exemple. Voilà, des bourgs, c'est-à-dire forts, forteresses, châteaux forts, fantomatiques. Et encore, ce très grand dont vous voyez une bonne partie déjà. La nature, au service du monde intérieur de l'artiste, plante le décor d'une histoire fictive dans un lieu quelque peu réaliste à nouveau. Mais elle reste largement habitée par le rêve. Quelquefois, elle retrouve son pouvoir magique, elle se fait légère, vaporeuse, et laissant châteaux et ruines spectrales dans le lointain, conquiert à nouveau le devant de la scène. Par exemple, dans Paysage aux trois arbres, voilà, forteresses sont parties au loin, des arbres plus réalistes au premier plan, toujours de la plume, du lavis d'encre brune, de l'encre noire, du crayon sur papier vélin, assez grand maintenant, 50 par 61,5 cm.
Toujours en lien avec les fantasmes suscités par les bords du fleuve, ce fameux Rhin, certaines œuvres exploitant la fluidité et la transparence du lavis se jouent du miroir de l'eau où se réfléchissent des forteresses informes et la vision se trouble et avec elle toute notion de réalité. Ça, il l'appelle Espagne, un de mes châteaux, en 1847. Donc après, en fait, ces voyages, hein. Donc souvenirs, hein. Voilà, et vision à partir de souvenirs. Il y a de la plume et toujours son fameux La vie d'encre brune. Et il y a même des grattages par endroits et des parties rayées. Voilà, 14 par 22,6 cm. Et Victor Hugo utilisait donc quantité de procédés. Ou un autre exemple, Brume matinale sur le Rhin de 1850. Au cours de ce voyage au Rhin, Victor Hugo avait écrit, en 1840, « Ce n'était autour de moi, à perte de vue, que molles brumes, lueurs humides qui chatoyaient comme des yeux entr'ouverts, vifs reflets d'or noyés dans le bleu des lointains, horizon moiré d'ombres et de clarté. » Regardons ce très particulier dessin, ville au bord d'un lac de 1850, donc la vie dans le brune, encre noire, crayon noir, de la craie, des grattages et assez grand format, 48,4 par 63,4 cm. Alors, cette feuille est au nombre des dessins réalisés par Victor Hugo. C'est l'espace de quelques mois. Il retrouve l'accès et l'entassement d'œuvres flottantes qu'il n'avait fait qu'effleurer jusque-là, dit l'auteur Pierre Georgel. Ville au bord d'un lac, intitulé d'abord Zurich, traduit parfaitement cette impression particulière de flottement, d'apesanteur que l'on retrouve souvent chez Hugo. La référence à l'eau est récurrente dans son œuvre littéraire et graphique. Étang, mare ou bord de mer apparaissaient déjà auparavant, mais se manifestent encore plus fréquemment avec ce premier voyage au Rhin. Le lavis fluide et ductile favorise les effets de transparence et de reflet. Ici, Hugo dresse une forteresse au milieu de la composition. Dans la masse indistincte se réfléchit dans l'eau. Puis il répète cette double vision et rien n'interdit de penser que ce mirage se poursuit hors champ à l'infini. L'espace balayé par le lavis est traversé par les rehaus de craie. Là, je crois bien que c'est évident, et on en trouverait peut-être ailleurs, peut-être là. Des rehaus de craie blanche, de gouache même, qui lui apportent sa lumière. Rien d'autre n'apparaît que ces édifices fantomatiques. Alors la ville, en bordure du lac, ici, là, en bas à gauche, eh bien, cette ville est en ruine, elle est désertée. La technique use cette fois de pigments, de crayons lithographiques, de grattoirs, et en plus, là, ce n'est pas voulu par Victor Hugo, mais le papier a pu être usé par le temps. Parfois, la composition présente un traitement différent entre la partie inférieure, dans laquelle s'amoncellent des pierres, des branchages, symboles du temps qui passe, et la partie supérieure du dessin qui s'ouvre sur l'espace comme dans Ville morte, 1850, ou dans Jersey Marine Terrace, 1854-55, donc quand Victor Hugo est en exil.
Plume, la vie d'encre brune sur crayon, encre noire, fusain, gouache, utilisation des barbes de la plume, ces brins qui sont à la base des plumes d'oiseaux par exemple, et en dimension 28,6 par 44,8 cm. Cette alternance insuffle à l'œuvre un élan nouveau et une étrangeté qui en accentue le mystère. Enfin, apparaît durant l'été 1850, cette fameuse année de production, une création exceptionnelle par sa taille unique dans toute l'œuvre, par la richesse de sa thématique et de son sens profond, comme par l'étonnante variété de sa technique, la citadelle dite le Burg à la croix. Le Burg, c'est le mot allemand, je vous ai dit, signifiant forteresse, château fort. Voilà. Donc, le Burg à la croix. Plume, la ville d'encre brune, encre noire, fusain, crayon noir, gouache, partie frottée, feuille de papier collée sur toile. 72,3 par 1,26 m pratiquement. On peut considérer ce dessin comme un chef-d'œuvre de Victor Hugo. Au premier plan, sous une lumière crépusculaire et dans un grand silence, apparaît une grande croix byzantine, propriété du poète qui l'avait emporté dans son exil. Et le grossissement démesuré qu'il opère en fait une vision surprenante, voire spectrale. La voici replacée dans l'ensemble du dessin. Une ténébreuse noirceur donne au paysage un caractère dramatique qu'accroît la présence d'un vieux pont rompu et d'un château fantomatique dont les murs lépreux se réfléchissent dans une étendue d'eau. À la fois empreinte de souvenirs espagnols et de l'obsédante vision des bourgs qui dominent les bords du Rhin, cette composition à mi-chemin entre le rêve et la réalité dégage une réelle force poétique. Théophile Gautier l'évoqua ainsi: Victor Hugo, s'il n'était pas poète, serait un peintre de premier ordre. Donc Victor Hugo, aussi bien grand poète que grand dessinateur que grand poète. Il excelle à mêler, dans des fantaisies sombres et farouches, les effets de clair-obscur de Goya à la terreur architecturale des prisons imaginaires en 1750 du Piranèse. Les prisons imaginaires du XVIIIe siècle du Piranèse. Il sait, au milieu d'ombres menaçantes, ébaucher d'un crayon de lune ou d'un éclat de foudre les tours d'un bourg démantelé. À son retour d'exil, 1870, puisque il est exilé de 1850-51, d'abord un peu en Belgique, puis après Jersey, puis Guernesey. Donc, à son retour d'exil, Hugo réalisa pour Paul Meurice un cadre en bois verni polygravé, orné d'oiseaux, on peut en trouver là. Voilà, donc tout un cadre qu'il réalise, d'oiseaux, d'insectes, de fleurs, et dans une guirlande de lierre, alors est ici éloquent symbole de l'attachement des deux hommes, le lierre, c'est un symbole de l'attachement. Ils gravent leurs noms, Victor Hugo et Paul Meurice, tandis que le mot spèce, espérance, évoque sans doute les heures sombres du siège de Paris, puisqu'on est en 1870. Malgré tout ce qu'on a déjà vu, on trouve des visions encore plus étonnantes chez Victor Hugo. C'est ce qu'on peut appeler, comme il le faisait lui-même, au bord de l'infini. Et nous allons
vers un ailleurs inconnu. Victor Hugo, comme on a vu, cherche à traduire ce qu'il a dans l'œil et surtout dans l'esprit, et qui jaillit tour à tour du souvenir, du rêve ou du fantasme, d'un état d'âme ou d'un instant fugace. Dans l'ombre de l'aube ou du crépuscule, le visionnaire emmène le lecteur, dans ses livres, ou le spectateur, vers un lieu indéfinissable, un ailleurs inconnu dans lequel tout est flou, le temps comme l'espace. Voici un extrait des Contemplations. J'avais devant les yeux les ténèbres, l'abîme qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime, était là, morne, immense, et rien n'y remuait. Je me sentais perdu dans l'infini muet. Au fond, à travers l'ombre impénétrable voile, on apercevait Dieu comme une sombre étoile. Ceci fait partie du poème intitulé « Le pont ». Pour dépeindre ces paysages désolés, ces bourgs fantomatiques, ces ruines ou ces villes mortes, mélancoliques vestiges de temps immémoriaux, Victor Hugo a peu à peu élaboré des mixtures bizarres, comme il dit à Baudelaire, mais dans laquelle le lavis d'encre brune s'imposait dès 1837 comme le médium servant le plus fidèlement sa vision. Il apporte à l'œuvre son climat d'illusion, de mystère, de doute, sous son voile léger et dans tous les effets de transparence et de recouvrement que sa fluidité autorise. Le lavis permet aussi de rendre ce jeu subtil et très hugolien du reflet, du miroitement, du double, des mirages surgissant dans la brume ou flottant dans un espace imaginaire, comme ici dans Vision crépusculaire de 1850, plume et la vie d'encre brune, encre noire, crayon noir, petit dessin. Face à cette œuvre qui échappe à tous les repères du réel et au dogme de la tradition picturale, le spectateur intrigué n'a jamais la certitude d'avoir décrypté les signaux adressés par le voyant. Et voici une œuvre tout aussi intéressante sur laquelle nous nous arrêtons quelques instants. Elle s'intitule « Chaussée ». Plume, la vie d'encre brune, peut-être encre noire, etc., crayon noir, 15,6 par 36,5 cm. Chaussée est une œuvre énigmatique, une passée à travers l'infini du silence et du vide, écrit Daniel Molinari. Sous une ténébreuse clarté, cette levée de terre, bordée de pavés et battue par les flots, s'impose comme l'unique route à suivre, la seule issue. Mais brusquement, la chaussée disparaît dans l'horizon, incertain, où elle s'aventure, venant on ne sait d'où, elle se prolonge hors champ vers un ailleurs inconnu, et la quête de son sens profond porte le spectateur éventuellement à une réflexion métaphysique. Cette chaussée peut être l'équivalente de l'échelle de Jacob entre terre et ciel. Je rappelle que l'échelle de Jacob ou songe de Jacob est un épisode du livre de la Genèse. Jacob fait un rêve où il voit une échelle entre ciel et terre et d'où les anges descendent et montent. Et Victor Hugo évoque beaucoup cette échelle de Jacob dans l'avant-dernier poème des Contemplations, en 1854, ce que dit la bouche d'ombre, dans les Contemplations donc. Et il aurait, dit-il, vu, entendu, près de ce dolmen, la bouche d'ombre
lui parler. Et voilà, oui, je citais ce poème, Ce que dit la bouche d'ombre, et j'ai voulu, dans cette conférence, associer quelques extraits de poèmes. Alors voilà ce qu'il écrit vers 1854. Cette échelle apparaît vaguement dans la vie et dans la mort. Toujours les justes l'ont gravie. Jacob en la voyant et Caton sans la voir. Ces échelons sont deuil, sagesse, exil, devoir. Et cette échelle vient de plus loin que la terre. Sache qu'elle commence au monde du mystère, au monde des terreurs et des perditions, comme cette chaussée peut-être. Le dernier poème de ce vaste recueil des contemplations est écrit dans le prolongement de Ce que dit la bouche d'ombre et s'intitule À celle qui est restée en France, à savoir Léopoldine. Victor Hugo s'interrogeait sur les phénomènes psychiques tels que le rêve ou la réincarnation, la métempsychose et la vie propre de l'âme. À Jersey, entre 1853 et 1855, il assista aux côtés de son fils Charles, que l'on disait doué d'un torrent de fluide, à plusieurs séances de table parlante. Le visionnaire était curieux de ces plongées dans l'au-delà et de cette possible rencontre avec l'abîme. Secrètement et en vain, c'est avec l'esprit de Léopoldine qu'il espérait entrer en contact. Et dans ce grand poème final des contemplations, j'ai voulu extraire quelques vers émouvants. Je m'évadais, et comme subissant l'attraction d'un gouffre, je marchais devant moi. J'arrivais. Puis j'allais au champ triste à côté de l'église, tête nue, appalant, les cheveux dans la bise. L'œil aux cieux j'approchais, l'accablement soutient. Les arbres murmuraient, c'est le Père qui vient. Les ronces écartaient leurs branches desséchées. Je marchais à travers les humbles croix penchées, disant je ne sais quel doux et funèbre mot, et je m'agenouillais au milieu des rameaux sur la pierre qu'on voit blanche dans la verdure. Pourquoi donc dormais-tu d'une façon si dure? Que n'entendais-tu pas lorsque je t'appelais? Et par moments, ô Dieu, je voyais à travers la pierre du tombeau comme une lueur d'âme. Voilà quelques extraits de Celle qui est restée en France. Nous arrivons sur les rives de l'informel. Il n'est alors guère surprenant que l'artiste se soit aussi aventuré sur les rives de l'informel, et ceci d'autant plus que les tâches utilisées étaient en vogue durant les premières décennies du XIXe siècle. Voyons ces tâches. Voilà, en 1853-55, quand Victor Hugo est encore à Jersey. Chez lui, on les voit apparaître avant l'exil, en fait, et notamment en 1850, juste avant l'exil, dans de très belles compositions de tâches-planètes, où se réfléchit avec une rare puissance l'océan d'en haut. Voilà comment il représente la Terre. 1850. La Terre, ainsi, ou bien ainsi. Et cette fascination que l'encre brune sur une feuille de papier exerce sur Victor Hugo est sans limite. Dans l'espace ouvert de ses dessins, où l'infini se joue des frontières, où les visions se dédoublent et se répètent, l'encre abandonne à l'état primaire de la tâche, l'encre abandonnée à l'état primaire de la tâche, offre un territoire nouveau à conquérir.
Ne subissant plus la crainte de la plume ou du pinceau, les formes qu'elle dépose sur le papier, transparentes ou opaques, claires ou sombres, se répondent comme l'ont fait avant elle, châteaux et villes au bord de l'eau. Cependant, le dessinateur reste le maître de l'œuvre, car il oriente l'encre en inclinant sa feuille dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ainsi que Victor Hugo est parvenu à des résultats qu'il a pu qualifier composition abstraite. Donc bien avant ce qu'on voit au début du XXe siècle, intitulé ainsi Composition abstraite chez Victor Hugo, par exemple, en 1864-69, et toujours son encre brune, ses barres de plumes, ce papier beige, 13,3 par 24,3 cm. On peut sans doute ou sûrement voir dans cette fascination qu'exerçaient sur Hugo tous les ailleurs et tout ce que la nature recèle d'insondable, une autre façon d'affirmer son besoin de liberté, son refus viscéral d'un quelconque enfermement. En effet, ces vertiges de l'encre seront fréquents pendant l'exil, inséparables de la méditation du poète, abîmé dans la contemplation de l'océan. Victor Hugo ne rompra jamais ce dialogue mystérieux, mais ce qui est important, c'est que ces visions, sous une nouvelle forme graphique, quoiqu'à la limite de l'abstraction parfois, sont aussi liées à sa condition d'exilé et qu'elles lui permettent de poursuivre son combat d'écrivain engagé. Donc, ce qu'il nous faut voir maintenant, ce sont ces visions graphiques, mais des visions d'un écrivain engagé. Et ce qu'il voulait, c'était donner une image de lui. Exilé dans les îles anglo-normandes, Victor Hugo contribue à l'élaboration de sa propre image, celle qu'il a envie de faire circuler et de léguer à la postérité. Il veut fixer le portrait du banni debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme il écrit dans Les Châtiments en 1853. Et en cela, il sait que la photographie, qui fait son apparition et qui le fascine, joue son rôle comme le dessin. Un instant, arrêtons-nous sur l'importance de la photographie. Il en perçoit très vite l'usage politique pour diffuser en France son image d'exilé, avec ses fils Charles, dans une moindre mesure François-Victor, et Auguste Vacquerie. Ils organisent un véritable atelier photographique à Marine Terrasse entre 1852 et 1855. L'atelier de Jersey représente une aventure singulière, à la fois regard sur le paysage et témoignage des proscrits en exil, car il y en avait beaucoup. L'atelier se donne pour mission de conserver la mémoire des exilés dont les portraits vont remplir de nombreux albums de souvenirs. Alors, pour Victor Hugo, on le voit ici, imposant, disons, dans la serre de Marine Terrasse, où était installé l'atelier de photographie. On le voit s'appuyant sur le rocher des proscrits, ou bien dans le rocher lui-même, et ceci fait partie de l'album des proscrits, un tirage sur papier salé de 10 par 7,8 cm. Et puis à Guernesey, où il a dû partir parce que les proscrits s'étaient un peu trop révoltés à Jersey et valait mieux changer d'île. Alors à Guernesey, il est à Hauteville House en 1868. Une photo de lui, voilà, celle-ci. Et voilà la maison telle qu'elle a été peut-être rénovée. Hein.
Et je crois qu'il écrivait dans cette petite pièce tout en haut. 14 ans de vie ici. Alors, maintenant quelque chose de très particulier, encore, il ne manquait pas d'imagination. C'est qu'il a utilisé son nom ou ses initiales pour donner une image de lui. C'est à Jersey, en 1852, qu'il a l'idée que son nom ne soit plus une simple signature, mais qu'il devienne lui-même, ou seulement ses initiales, un élément essentiel de la composition de ses dessins. On ne peut douter que la volonté première du proscrit est de lancer un défi à l'oubli, de rappeler son combat. Le titre de ses dessins est éloquent, et je vais le lire, 13e année d'absence. Les signatures conquérantes flottent dans un espace sans frontières et embrassent des forteresses, toujours ces fameuses forteresses, chancelantes ou des châteaux imaginaires, comme, en voici quelques exemples, de châteaux forts au crépuscule, encore, ou bien dans la ville en plaine. Mais arrêtons-nous sur Ruines d'un bourg, encore. 1854-55, plume la vie d'encre brune, encre noire, fusain, gouache, encre dorée, utilisation d'un pochoir, voilà, 34,6 par 25,3 cm. L'encre diluée en la vie submerge toute la composition dans le flou ambiant. Rien n'est réellement identifiable en dehors de la signature du proscrit, dont la disposition des lettres n'est nullement fortuite. Les tours de ce bourg, eh bien, ont la forme d'un grand H. L'esprit de cette lettre anime très souvent les œuvres de l'exil. Une obsession autour de la première lettre de son patronyme se manifeste aussi dans l'œuvre écrite comme dans Les Travailleurs de la mer, où on note l'espèce d'immense H majuscule formée par les deux Douvres, c'était le nom des rochers, ayant la Durande, un navire naufragé, pour trait d'union, apparaissait à l'horizon dans on ne sait quelle majesté crépusculaire. Voilà, là on aurait les Douvres, le nom de ces rochers, et la Durande naufragée ici. Les lettres du nom proscrit peuvent être enlacées ou enchaînées, comme dans une étude de lettres décoratives. Et là, il faut faire bien attention pour retrouver ces lettres. Un premier exemple. Bon, eh bien, sur celui-là, c'est vraiment assez compliqué pour démêler, mais je vais vous le faire, oui, à part la signature. Je vous laisse un instant si vous arrivez à démêler les lettres dans ces maisons. Voilà, mais nous le trouvons dans les études de lettres décoratives comme ici. Alors, ce que nous avons ici, bon, bien sûr, on voit Hugo, pas de problème. Hein. Donc, des lettres entrelacées ou enchaînées. Et ici, vous trouvez deux choses. Je vous laisse un peu deviner. Victor. Et qu'est-ce qu'on a ici? J, E, R, S, E, Y. Donc, Jersey. Voilà ce qu'il dessinait avec beaucoup de subtilité. Je crois qu'il a fait encore plus dans Marine Terrasse aux initiales. Alors, nous allons retrouver V
VH. Pas de problème, hein. VH. On a voilà, donc l'encre brune, des rauds de gouache, des frottis de fusain, mais il y a une autre lettre qui apparaît aussi, peut-être deux, ce serait le J. Alors le J, on va le trouver, je suppose, parce que là c'est beaucoup plus difficile, il pourrait être ici. Et on a en fait aussi un D. C'est-à-dire qu'il a voulu ses propres initiales les entremêler à celles de Juliette Drouet, sa compagne. Ce procédé fait le plus souvent flamboyer le nom banni à la gouache rouge qui vient parfois rehausser de l'or. De l'or vient se mêler à cette gouache rouge et ici les initiales sont donc entrelacées avec celles de Juliette. Et dans la salle à manger de sa nouvelle maison à Hauteville House à Guernesey trône une imposante cheminée de style médiéval. Voilà, la salle à manger à Guernesey et déjà, vous voyez ici apparaître le fameux H. Victor Hugo réalise de cet élément deux grands dessins avec une devise à l'encre rouge, super est, on n'a pas ces dessins, mais il est écrit super est en latin, qui signifie il reste, il subsiste, est-ce une allusion au proscrit, ou encore cela signifie-t-il, elle est toujours là, ce qui renverrait à la Vierge à l'enfant que Victor Hugo avait identifié à une figure de la liberté. Alors, cette salle à manger comporte un mur, comme vous voyez, en carreaux de faïence, trouvé chez les brocanteurs de Lille, dont le centre est percé de cette cheminée en forme de hache monumentale. Et en voici d'autres vues tout aussi plus convaincantes même. On retrouve le H, là dans un dessin, et de façon plus nette, dans une vieille photographie, toujours ce H. Ainsi, Victor Hugo voulait inscrire ses initiales jusque dans le décor mural. Alors, ces photos, ces signatures, ces initiales, par celles-ci, il voulait rappeler son existence en exil et la poursuite de son combat. Or, le premier de tous ces combats, le plus long, le plus constant, le plus fervent, est sans doute celui qu'il mène contre la peine de mort. On va voir des dessins au service d'un combat. L'humaniste qui est en Hugo se manifeste très tôt, dès son roman Hans d'Islande en 1823. Ses premiers combats ont pour cible la misère et la peine de mort, laquelle fera l'objet d'un réquisitoire implacable en 1829 dans le fameux Dernier jour d'un condamné. De nombreux dessins rappellent le caractère monstrueux des exécutions capitales, en laissant apercevoir des potences et des gibets à l'ombre d'un château ou au fond d'un paysage que leur présence vient souiller. On a vu un peu espace, un de mes châteaux tout à l'heure, il y aurait le gai château, ruines et potences, mais il faudra attendre l'exil pour voir surgir sous son pinceau justicier ses plus vibrantes accusations. Et malheureusement, ce ne va pas être très gai, mais très expressif. En 1854, installé à Jersey, s'insurgeant contre l'exécution de Tapner, un criminel guernesien condamné à la pendaison, Hugo adresse au peuple de pêcheurs
un poignant appel à la clémence que vient renforcer le spectre du remords et du châtiment divin. Ecce, voici. 1854, Plume, La vie d'encre brune, encre noire, fusain, gouache, 41,7 par 32,5 cm, ce qui est déjà un format moyen. Ecce exhibe dans la transparence ténébreuse du la vie d'encre le corps d'un supplicié pendu une potence dans un paysage où règne le silence. Cette silhouette à peine ébauchée tient du spectre. Au loin se profile très vaguement une ville, mais nulle lumière ni âme qui vive. Au bas du dessin se détache à la gouache blanche Ecce, rattachant cette funeste vision à la passion du Christ, Ecce homo. Et Victor Hugo écrit: quand les brises de la nuit balanceront l'homme mort aux poutres du gibet, est-ce que ce ne sera pas une chose terrible que ce squelette maudissant cette île dans l'immensité? En 1857, à Guernesey, Hugo revient à la charge avec une œuvre terrifiante et grandiose, Justitia, pointant cette fois la monstruosité d'une décapitation par cet horrible gibet, la guillotine, en laquelle on voit pourtant alors un progrès. Et voici ce que ça donne. Attention. Plume, la vie d'encre, etc. Fusain, gouache. Partie frottée. Alors il montre une tête tranchée, flottant dans l'espace, le regard hagard du supplicié, qui reflète encore les derniers instants, cette terreur des derniers instants, tandis que la bouche grimace, toujours dans un ultime cri d'effroi. Au sol, le sang versé trace entre les pavés les lettres de l'éternel supplique de l'auteur pour la clémence et le respect, Justitia. Dans un poème, il avait écrit d'ailleurs, Les 4 vents de l'esprit, ô terreur, au milieu de la place déserte, apparaissent hideux et debout dans le vide, 2 poteaux noirs, portant un triangle livide. Une tête passa dans l'ombre formidable, cette tête était blême, il en tombait du sang. Ce dessin terrible ne peut manquer de rappeler les scènes d'horreur de Goya, là aussi. Ces visions insoutenables sont autant de résurgences des premières confrontations du très jeune Hugo avec l'exécution d'un homme par d'autres hommes lors d'un voyage en Italie en 1808. Il a assisté à cela et il avait 6 ans. Puis sur le chemin de retour d'Espagne en 1812. Il avait 10 ans. Enfin, des dessins à valeur symbolique imagent bien cette situation et je voudrais un peu presque terminer par ces dessins à valeur symbolique. À Guernesey, le combat quotidien des marins avec les éléments, la tempête et la houle le ramène sans doute à son propre combat d'opposant à l'Empire. Dans certains dessins, peut-être s'identifie-t-il à l'océan en fureur ou à l'embarcation à la dérive. De même, Ma destinée donne son titre à l'image allégorique d'un bateau chahuté par une vague immense, menacé d'engloutissement, mais souvent poursuivant sa route dans une nébuleuse d'écume. C'est ce que j'avais pris, je vous le montre un instant comme illustration. Ma destinée.
C'est une plume, la vie d'encre brune, gouache, 17,4 par 25,9 cm. On peut presque regretter qu'il ne soit pas plus grand parce que la vague est admirablement réalisée. Elle est énorme, comme une immense voile gonflée par le vent. Et sur la crête écumante, voilà, on a ce bateau chahuté par le flot en colère qui avance à contre-courant parce que le vent est ici. Et nul ne peut encore dire qui, de l'homme ou de l'océan, du faible ou du puissant, de la République, enfin, ou de l'Empire, nul ne peut dire qui triomphera. Victor Hugo associera souvent aux éléments et à la nature un symbolisme personnel qui, durant l'exil, est toujours lié au combat, à la solitude, à l'abandon, aux écueils. Lors de la rédaction des Travailleurs de la mer en 1866, le dessin est accompagné de l'écriture. Dans les Travailleurs de la mer, vous avez, dans les Travailleurs de la mer, je ne sais pas si je peux le montrer à nouveau, voilà, vous avez quelques dessins qui illustrent. Et là, c'est le bateau Vision. Là aussi, on retrouve encore la vision, presque fantomatique, de 1864-65 et 19,2 par 25,5 cm. Les Travailleurs de la mer avaient évoqué nombre de navires en proie aux éléments déchaînés, des paysages en mer, des sujets marins, et dans un élan comparable, la rédaction de L'Homme qui rit, où il y a aussi des dessins de Victor Hugo, inspire à Hugo en 1866 des dessins de phare, œuvre majeure, comparable au Bourg à la Croix. Vous savez, ce grand tableau considéré un peu comme un chef-d'œuvre, par leur format inhabituel, leur qualité plastique et leur sens profond. Il s'agit du phare des Casquets et du phare d'Eddystone. Pour le phare des Casquets, on a la plume, la vie d'encre brune, de l'encre noire, de la pierre noire, du crayon noir, de la gouache, les barbes de plume à nouveau, 89,8, 90 par 48 cm, donc très allongé en hauteur. Pour le phare d'Eddystone, plume, pinceau, barbe de plume, encre brune, peut-être sépia. Voilà, et encore, oui, c'est dans les mêmes dimensions, 89,5 par 47,7. Donc ces deux phares. Subissant de tous côtés l'assaut des flots, ces phares qu'un faible hameau de lumière signale tout en créant des ruptures dans les lignes de leur contour, apparaissent au navire désemparé comme une providence ou un ultime écueil. Le phare qui montre l'endroit suprême signale le lieu de disparition, fait le jour sur l'ensevelissement, il est la chandelle du sépulcre. Ça, c'est dans L'Homme qui rit. Le phare des Casquets, dont l'escalier délabré se perd dans un saisissant effet de clair-obscur, incarne à lui seul la fatalité de l'irrévocable. Ces deux sentinelles de la nuit, rongées par toutes les écumes et de l'océan et du temps, offrent des rapprochements évidents, mais l'exubérante architecture du phare d'Eddystone tranche avec la structure noyée d'encre du phare des Casquets qui accrédite le célèbre commentaire de Baudelaire. Victor Hugo exprime avec l'obscurité indispensable
ce qui est obscur et confusément révélé. Enfin, une interprétation très intéressante de Richard Escolier, qui écrit dans Victor Hugo artiste, le spectateur se demande si, bien plus que le phare des Casquets, il n'a pas devant soi un magnifique et glorieux symbole, l'image du grand proscrit menacé dans sa vie par l'exil et les deuils, mais continuant pourtant à répandre sur le monde ténébreux la radieuse lumière de son génie. Et Victor Hugo écrit d'ailleurs lui-même « Je suis dans la nuit muette, l'escalier mystérieux, je suis l'escalier ténèbres, dans mes spirales funèbres, l'ombre ouvre ses vagues yeux. » Dans les 4 vents de l'esprit. Eh bien, nous allons pouvoir conclure avec encore une de ces images de châteaux mystérieux, fantomatiques. Grand expérimentateur de formes et de techniques, Victor Hugo a exploré le large éventail des possibilités plastiques offertes sur le papier, découpé, gratté, collé, et par l'encre, de la forme à l'informe, de l'empreinte à la tâche. Et ce peintre, malgré lui, ouvrait à des heures de rêverie presque inconscientes, une voie que des artistes du XXe siècle, des cubistes aux futuristes et aux surréalistes, des tachistes aux abstraits lyriques, se sont plu à poursuivre. Il s'est aussi parfois simplement livré au jeu de l'encre jetée sur la feuille, sans autre but que d'essayer les vertus secrètes du hasard. La puissance créatrice de Victor Hugo était telle qu'il parvenait toujours, qu'il s'agisse du dessin ou de l'écriture, à trouver le moyen de transposer ses rêves, ses visions, ses combats sur sa feuille. C'est sans doute cette ouverture de l'esprit de l'œuvre sur l'inconnu, l'infini du temps et de l'espace, qui surprend encore aujourd'hui, et nul ne peut se flatter d'avoir atteint les limites des mystères bien étranges que renfermait son encrier. Et je vous montre ce qu'on trouvait sur un livre scolaire autrefois et qui était un dessin de Victor Hugo, La ville en pente. Je vous remercie.